En retraite vers Cézanne. Sous la rafale violente qui culbute leurs tirailleurs, les Prussiens hésitent, s'arrêtent. L'artillerie allemande couvre d'obus les tranchées. La fumée devient si dense que par moments elle cache le paysage, empêche d'apercevoir les mouvements de l'adversaire. Le tir ennemi pourtant cause peu de pertes. Les projectiles tombent le plus souvent en avant ou en arrière de la ligne mince des tranchées. Personne ne bouge. Masurier, fier, heureux de sentir vains les efforts adverses, se retourne. Le spectacle qu'il aperçoit le navre. Dans les bois, les éclatements couvrent Connantre d'une épaisse fumée. Sur la vaste plaine qui s'étend au pied du mont Août, les Français débouchent des bois, d'abord par deux, par trois, puis en masse épaisse. Tout ce monde bat en retraite, se dirige vers l'ouest. Des cavaliers, emportés par un galop furieux, éperonnent leurs chevaux. Des caissons volent par-dessus les ornières, tandis que les conducteurs, penchés sur leurs attelages, les pressent du fouet à coups précipités. En tirailleurs, des habits gris sortent à leur tour, leurs longues lignes minces courent, s'abattent, accompagnent les nôtres de leurs feux de salve. Au nord, à l'est, au sud, les canons allemands braqués sur la plaine crachent leurs obus, la couvrent des gerbes de leurs shrapnels, y creusent les noirs entonnoirs de leurs obus lourds. Nous sommes tournés et dans notre zone de combat, nos troupes cèdent malgré leur héroïque courage. Déjà, une fusillade terrible prend à revers les tranchées des chasseurs. Effrayés, ceux-ci se retournent, voient le spectacle. Plus d'un sent son cœur faiblir. Ainsi, tandis que l'on tient, que depuis la veille on résiste à la furieuse canonnade, que depuis le matin on brise les efforts d'une infanterie mordante, tous décidés à se faire tuer sur place plutôt que de reculer, d'autres moins heureux n'ont pu résister. Ils battent en retraite. Serait-ce la défaite ? La patrie va-t-elle succomber sous les coups de l'ennemi triomphant ? À l'est, au sud-est, les Allemands ne sont plus qu'à 800 mètres. Le sacrifice de la compagnie devient inutile. En toute hâte, on sort des tranchées. Et sitôt, en ligne de section par 4, on descend la crête, se dirigeant vers l'ouest, vers Allemand. Autour de la troupe, avec de sinistres sifflements, les obus l'accompagnent, rafalent sans répit. Derrière un bouquet de bois, 3 batteries marocaines. Comme les Prussiens ne sont plus qu'à 300 mètres, les pièces tirent à mitraille. Dans les rangs ennemis, la surprise, le désordre. Les premières lignes de tirailleurs s'abattent, culbutent. Maintenant, les batteries se retirent par échelons, se protégeant mutuellement de leur feu. Les boîtes à mitraille déchirent l'air de leurs sifflements stridents, sèment la panique, la confusion, enrayent le mouvement en avant. Les héroïques artilleurs continuent leur retraite, sans abandonner un canon. Derrière la hauteur voisine, Masurier arrête sa compagnie à l'abri. Des chasseurs, enfoncés dans les tranchées, garnissent la lisière du Bocteau. C'est le 49e bataillon. « Mon commandant, savez-vous où doit se rassembler notre bataillon ? Notre chef de corps n'a pas donné de point de ralliement. Vous pouvez avoir quelques renseignements. » « Pas précisément, mais je suppose qu'à Saint-Loup, le village qui se trouve là, dans le fond derrière nous, vous saurez à quoi vous en tenir. » Dans Saint-Loup, la compagnie fait halte. De toutes les routes, de tous les sentiers descendent des groupes encore pleins de l'animation du combat. De longues files de blessés. Comme, pour le moment, il ne faut espérer aucun renseignement, qu'il faut bien manger après tout, puisque depuis 3 jours on a eu, pour toute nourriture, que des betteraves crues, Masurier fait former les faisceaux, envoie ses chasseurs aux provisions. Ils reviennent bientôt, rapportant les denrées les plus hétéroclites, qui un bol de lait, qui des mûres ou des pommes.
L'un, plus avisé, a déniché une bouteille de vin, un autre, un fromage blanc. On mange, on dévore, oubliant tout pour calmer l'impérieux besoin. Le commandant, voici le commandant. Il entre à cheval dans Saint-Loup par la route du sud, ramenant avec lui les débris de la 7e compagnie. Mon commandant, j'ai l'honneur de vous rendre compte que, tourné par les Allemands, pris en flanc à petite distance par l'infanterie ennemie, j'ai dû rompre le combat. Je vous ramène ma compagnie qui s'est repliée en bon ordre. Bien, Masurier. Nous allons attendre, ici, le reste des autres compagnies. Nous reposer quelques instants, tâcher de manger un peu. Ensuite, j'ai l'ordre de me replier sur Cézanne, où la division doit se reformer. Il est 16 heures. Sur la grande route de Cézanne, on marche la tête basse. Non que la fatigue ait annihilé les forces, mais parce qu'il faut reculer après une telle résistance. Tous les efforts qui depuis 4 jours ont permis d'arrêter l'ennemi, de garder nos positions, seront donc demeurés vains. Tant de milliers d'hommes se seront sacrifiés en pure perte. Est-il donc brisé le rempart invincible que nos poitrines devaient offrir à l'invasion? Est-elle détruite, cette force héroïque qui, bravant la faim, la soif, les obus, avait fait un instant entrevoir la victoire? Serait-ce l'armée de la Loire, la résistance désespérée, impuissante, pour sauver l'honneur? Arrêtez, arrêtez! Où est le commandant? Haletant, couvert de poussière, son cheval blanc d'écume, un officier d'état-major arrive au galop sur la route.